On peut dire qu'il s'agit, dans le cas de ce procès, d'un cas à la fois banal et édifiant d'un esclave marron. Bienvenue dans Les Racines du Temps, le podcast historique des archives départementales de La Réunion. Aujourd'hui, nous abordons un épisode de l'histoire judiciaire de l'île Bourbon au XVIIIe siècle, à travers le procès d'un esclave nommé René. Ce dossier, conservé aux archives sous la cote BL 258, permet de suivre cette affaire en détail, depuis l'arrestation jusqu'au jugement de René. René est un jeune esclave créole, ce qui signifie qu'il est né dans l'île. En 1751, il est accusé de marronnage répété et de vol commis avec effraction. Il est arrêté alors qu'il porte des objets volés. Il reconnaît s'être introduit dans plusieurs habitations, seul, sans complice. À l'issue du procès, il est condamné à mort. Pour analyser cette affaire et comprendre ce qu'elle révèle du fonctionnement de la justice coloniale, nous avons interrogé l'historien Albert Josse, spécialiste de l'histoire de Bourbon au XVIIIe siècle. Il insiste sur le caractère à la fois typique et révélateur de ce procès. À partir de cette affaire, nous chercherons à comprendre ce que la justice coloniale dit du rapport au pouvoir, au droit et à la violence dans une société fondée sur l'esclavage. En quoi ce procès illustre les logiques de répression et de contrôle au cœur du système esclavagiste à Bourbon. Je suis Christian Legros, professeur relais aux archives départementales de La Réunion. Et ensemble, nous allons plonger dans les racines du temps. Avant 1723, il n'y avait aucun cadre réglementaire. Donc l'on peut supposer, et si je ne me trompe, il y a des témoignages, où des sévices graves étaient infligés à des esclaves. Alors précisons quand même que même si ce cadre est posé en 1723, que sait-on de ce qui se passe réellement sur les habitations? On peut supposer que la loi n'était pas toujours appliquée, et il y a eu des cas, même jusqu'au début du 19e, où des maîtres ont pu être jugés parce qu'ils avaient sauvagement, très sévèrement appliqué des sévices à leurs esclaves. La colonie de Bourbon est fondée de manière pérenne en 1664, sous le contrôle de la Compagnie des Indes orientales. Dès le début de la colonisation, l'esclavage est présent, principalement avec des captifs originaires de Madagascar. Au cours des premières décennies, la population de l'île reste modeste, moins de 1000 habitants au tournant du XVIIIe siècle. L'économie est encore peu structurée et les formes de domination restent mouvantes. À partir des années 1710, la situation évolue. L'introduction des cultures destinées à l'exportation, comme le café, transforme profondément l'organisation sociale de la colonie. Ces cultures nécessitent une main-d'œuvre abondante, que les colons vont chercher par l'intensification de la traite négrière. Le nombre d'esclaves augmente très rapidement. Face à cette réalité, les autorités royales décident d'uniformiser et de renforcer le cadre juridique applicable aux esclaves. C'est dans ce contexte qu'est promulgué en 1723 le Code noir des Mascareignes. Le texte est composé de 54 articles. Il est basé sur le Code noir de 1685 appliqué aux Antilles. Il vise à encadrer la condition des personnes réduites en esclavage dans les îles de l'océan Indien. Il fixe notamment les règles relatives au baptême, à l'interdiction des mariages mixtes, à la répression des infractions, mais aussi aux devoirs des maîtres envers les esclaves. Le texte déclare, entre autres, que les esclaves ne peuvent posséder des biens, qu'ils ne peuvent s'assembler librement, ni porter d'armes, et qu'ils sont considérés juridiquement comme des biens meubles. Ainsi, dans le Code noir, il est expressément dit, dans l'article 39, « Voulons que les esclaves soient réputés meubles ». Cette formulation résume la logique juridique. L'esclave n'est pas totalement effacé en tant qu'être humain, mais sa liberté lui est confisquée, et sa personne devient une propriété. Il est donc à la disposition de son maître, qui exerce sur lui une autorité presque totale. Mais dans ce cadre, certains droits résiduels existent, notamment celui d'être jugé. Le Code noir prévoit donc que les esclaves peuvent être poursuivis et condamnés devant les juridictions ordinaires. Mais les peines prévues sont souvent particulièrement sévères. La récidive du marronnage, le vol ou les actes de violence envers un blanc peuvent entraîner de lourdes sanctions, y compris la mort. La justice coloniale est une justice d'ordre.
Son but cherche davantage à dissuader qu'à punir. Code noir de 1723, qui s'inspire du Code des Antilles de 1685. Alors donc il y a un article qui stipule qu'il est défendu aux maîtres de donner ou de faire donner de leur autorité privée la question ou torture à leurs esclaves, sous quelque prétexte que ce soit, ni de leur faire ou faire aucune mutilation de membres. Il leur est permis, dit le texte, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, de les faire enchaîner et battre de verges ou cordes. Le procès de René s'inscrit donc dans ce cadre. Arrêté en 1752, ce jeune esclave créole est accusé de vol et de marronnage. Comme tous les esclaves, il n'a pas de nom, juste un prénom. Le document permet de suivre les différentes étapes de procédure. Interrogatoire, confrontation, jugement. Il livre aussi un aperçu du quotidien de certains esclaves et des objets qui leur sont utiles. Alors qu'il a volé une nappe, une serviette, il a volé 2 couteaux, une jupe, un petit pot de faïence dans lequel il y avait de la graisse. Il a volé un morceau de lard et il a pris 2 clés qu'il a trouvées, dit-il, par terre. Pour nous, c'est rien. De nos jours, ce serait à peine passible d'une réprimande. À l'époque, le vol, surtout commis avec effraction, était un crime. Et on a d'autres cas aussi où l'esclave marron a subtilisé, a volé des objets de peu de valeur qui ont aussi été gravement condamnés. Ces objets, modestes, montrent moins une volonté de s'enrichir qu'une tentative de survie. Mais dans l'univers colonial, leur vol par un esclave est interprété comme une atteinte à l'ordre établi. L'acte de marronnage en particulier est redouté car il représente un refus explicite de la domination. Enfin, la structure judiciaire de la colonie doit être évoquée pour comprendre comment les procès se déroulent. À Bourbon, c'est le Conseil supérieur, présidé par le gouverneur et composé de plusieurs notables, qui rend la justice dans les affaires criminelles. L'instruction est rapide. Les preuves reposent souvent sur les aveux. Le jugement est aussi influencé par les maîtres, qui peuvent témoigner pour ou contre les esclaves. Le procès de René suit ce modèle. Il est jugé en quelques jours, puis condamné à mort. Nous allons maintenant nous intéresser à la description de l'affaire. René est un jeune esclave créole d'environ 20 ans. Les esclaves sont catégorisés en fonction de leur origine géographique. Les esclaves créoles sont nés dans la colonie, tandis que les Cafres, eux, sont nés en Afrique, les Malgaches sont nés à Madagascar et les Indiens, eux, viennent du sous-continent indien. René appartient à la veuve Henri Mussard, propriétaire d'une habitation située à Saint-Gilles. Son nom figure plusieurs fois dans des rapports de marronnage entre 1744 et 1751. Il quitte régulièrement l'habitation pour des durées généralement assez courtes. Aucun de ces actes de marronnage ne dépasse 1 mois. Albert Josse nous explique comment on qualifiait ce type de marron à l'époque. Alors, c'était un esclave marron par habitude. Le terme qui désignait ce type d'esclave qui s'enfuyait peu de temps, c'est le terme de renard. C'était un petit renard, selon l'expression de l'époque. Et en réalité, en l'espace de 6 ans, il n'a fait qu'un cumul de 1 mois de marronnage. Les premiers actes de marronnage de René remontent à l'adolescence. Selon les extraits de son procès, il aurait fui une première fois à l'âge de 14 ans. À l'époque, il vivait encore sur l'habitation avec ses parents. Est-il parti sans leur assentiment? On ignore totalement quel serait le rôle que ses parents auraient pu jouer dans ce marronnage. Il est vrai que l'on trouve des documents où des fugitifs très jeunes pouvaient partir au marron, mais dans ce cas, ils étaient amenés par leurs parents. Le 14 septembre 1751, René quitte à nouveau l'habitation de Saint-Gilles. Il ne prévient personne et ne possède aucun billet de circulation. Quelques jours plus tard, il est aperçu dans le secteur de Trois-Bassins. 2 esclaves, Mathieu et Françoise, signalent sa présence. Il est arrêté par d'autres esclaves, puis conduit chez les frères Le Breton, des propriétaires du quartier.
René est ensuite transféré à Saint-Paul. C'est à ce moment que les autorités enregistrent sa première déclaration. Il affirme avoir quitté l'habitation de son propre mouvement et être allé dans la nature. Il déclare avoir pénétré dans une case inhabitée où il a pris un bonnet en coton, une chemise, un mouchoir, un couteau et un morceau de lard, ainsi que de la graisse. Il dit y avoir passé la nuit avant d'avoir continué à fuir. La participation d'autres esclaves à son arrestation est donc confirmée. Albert Josse nous explique pourquoi cela pouvait se produire. Alors, d'une part, oui, des esclaves pouvaient vaquer sans surveillance au sein des habitations. Il faut imaginer qu'il y avait des habitations qui étaient quand même vastes et qu'il n'était pas possible de les faire surveiller constamment. S'ils quittaient l'habitation de leur maître, en théorie, ils devaient être munis d'un billet de leur propriétaire. Quand par exemple ils étaient chargés d'une commission, ce n'était pas toujours le cas. Alors est-ce que d'autre part, ils pouvaient participer à la capture d'autres marrons? Oui, on a des témoignages où les esclaves, de leur propre chef, allaient appréhender des esclaves marrons. Le 20 septembre 1751, René est interrogé par le conseiller Brenier à Saint-Paul. Il confirme avoir volé les objets mentionnés et explique qu'il a dormi dans la maison où il s'était couché, sur un lit. Le lendemain, il quitte les lieux et se rend dans une zone boisée située au-dessus du rempart de Saint-Paul. Il précise qu'il est ensuite monté dans les hauts, qu'il s'y est caché et qu'il a tenté de rejoindre la rivière d'abord. La description de sa fuite s'inscrit dans le protocole juridique colonial. Albert Josse nous rappelle ce que recouvrent les termes de marronnage. Donc on a un cadre juridique, le Code noir de 1723, où il est bien spécifié qu'on distingue entre le grand et le petit marronnage, la bascule étant le mois. On considère qu'il est un grand marron s'il dépasse un mois de marronnage. Or, qu'est-ce que l'on constate dans les textes? Eh bien, on voit qu'il y a des esclaves qui s'enfuient X fois, beaucoup plus de 3 fois. Parfois, ça peut être de quelques jours, parfois c'est de l'ordre de la semaine, de 2 semaines, parfois ça dépasse le mois. Alors, on dirait que tout est laissé à l'appréciation du maître. Alors, il a toujours la précaution de déclarer au bureau du marronnage ses évasions, parce qu'en réalité, il est responsable de ce que l'esclave peut commettre. Dans le cas de René, tous les éléments du dossier montrent que son marronnage reste en dessous du seuil d'un mois. Il s'agit donc, selon le droit de l'époque, de petits marronnages. Cependant, le 22 septembre, il est transféré à Saint-Denis. Il est alors enfermé dans la geôle du Conseil supérieur en attendant d'y être jugé. Son procès doit venir dans les jours suivants. Le Conseil supérieur est la plus haute instance judiciaire de la colonie et elle est chargée d'instruire son affaire. René, comme tous les esclaves de cette époque, ne bénéficie ni d'avocat ni de possibilité de faire appel. Le procès repose essentiellement sur ses propres aveux consignés lors de ses interrogatoires. L'acte d'accusation le désigne comme récidiviste. On lui reproche de s'être enfui à plusieurs reprises et d'avoir pénétré sans autorisation dans une case où il aurait dérobé quelques objets. Ce qui semble avoir pesé particulièrement lourd dans sa condamnation, c'est un épisode rapporté dans le procès. Alors qu'il s'introduit dans une maison, une femme blanche, propriétaire des lieux, le découvre. Effrayée, elle pousse un cri. Ce cri déclenche la fuite de René. L'irruption d'un esclave marron dans cette maison, et plus encore la peur provoquée chez cette femme, constituent des éléments susceptibles d'avoir influencé le jugement. Aux yeux des maîtres, il n'y a pas de limite. Il entre dans des endroits où il ne doit pas entrer. Pénétrer dans cet espace, le leur, est un danger pour eux. Albert Josse commente cet aspect. En fait, les possédants à l'époque vivaient dans la crainte constante des marrons qui notamment pouvaient faire des descentes sur les habitations, venir voler, se venger, tuer, emmener avec eux des femmes. Alors il est possible que cet élément ait pesé dans la balance. Alors ce qui est quand même aussi surprenant quand on lit les attendus du réquisitoire du procureur général,
quand on lit les attendus du jugement, en fait, pourquoi est-ce que, quels sont les termes selon lesquels il est condamné à mort? Ce n'est pas par crime de marronnage, il est condamné à mort pour crime de vol avec effraction. Donc là, je pense que c'est le vol avec effraction qui a été l'élément déterminant de sa condamnation à mort. La peine prononcée est la pendaison jusqu'à que mort s'ensuive. René est exécuté publiquement, conformément aux instructions du Conseil supérieur. Ce type de peine est rare, mais pas exceptionnel. Le Code noir prévoyait des peines très sévères pour les esclaves en fuite, comme le fer ardent avec fleur de lys, mais leurs applications n'étaient pas systématiques. Tout dépendait du contexte, de la répétition des actes et surtout de l'appréciation des juges. Les documents que j'ai retrouvés prouvent que ce n'est pas systématique. Même si le marron a été coupable de fuites répétées pendant de nombreuses années, s'il est jugé, tout est laissé à la discrétion des juges. Alors il est vrai qu'ici, René, à l'âge de 20-21 ans, a été condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. La peine a été effectivement exécutée comme c'est noté par un greffier. Le caractère exemplaire de la peine est évident. René n'est pas exécuté parce qu'il aurait commis un meurtre ou blessé quelqu'un. Il est condamné pour une série d'actes considérés comme perturbateurs pour l'ordre colonial. Des fuites successives, des vols de survie et surtout une intrusion dans une maison qui provoque la panique. Le dossier judiciaire indique que René a été accusé de vol avec effraction et récidive de marronnage, mais le cumul réel de ces périodes de fuite n'excède pas un mois. L'affaire de René illustre ainsi un double décalage entre les textes du droit colonial, comme le Code noir, et leur application réelle, et entre les délits commis et l'extrême sévérité de la peine. Le procès révèle aussi les représentations de l'époque. L'esclave marron, même non violent, est perçu comme une menace potentielle pour l'ordre établi. Sa fuite devient une forme de contestation qu'il faut éradiquer. René, jeune esclave créole d'environ 20 ans, est donc exécuté, non pas tant pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il incarne aux yeux des autorités coloniales, un exemple à ne pas suivre. C'était les procès d'esclaves à Bourbon, le cas du procès de René, esclave marron, avec l'historien Albert Jose. Les Racines du Temps est un podcast du service éducatif des Archives départementales de La Réunion. Réalisation Christian Legros. À très bientôt pour un nouvel épisode.